L'essor économique d'une part, le mécénat des grandes familles d'autre part, et puis, si vous voulez, la perversion du goût renaissant vers le goût maniériste a amené ce primat de l'ornement, c'est-à-dire cette sorte d'efflorescence d'une somptuosité ornementale dont vous verrez, au cours du temps qui nous est imparti ce soir, quelques-uns des plus beaux exemples conservés dans nos musées européens. Si vous êtes d'accord, on fixe d'abord le décor en 1541 au Louvre, dans la salle des Cariatides. C'était en août 1541, pour être tout à fait exact, et deux personnages se trouvaient face à face pour changer, c'est comme la semaine passée, ça ne change jamais, vous voyez. Ces deux personnages sont le roi de France, François Ier, et un artiste italien qui a depuis peu un très grand succès à la cour de François Ier. Cet homme s'appelle Benvenuto Cellini. On sait qu'il est de fort mauvaise réputation, de fort dangereuse compagnie, on sait que c'est un escroc, on sait que c'est un personnage qui sacrifie à tous les vices possibles au monde. D'ailleurs, il l'écrit avec une belle franchise, à la même époque, ou presque. On sait tout ça, mais on a pour lui une véritable vénération, parce qu'il représente une sorte de nouveau langage de l'art. Et la France, c'est-à-dire François Ier, est très fier de le posséder dans ses murs. Il vient de livrer à François Ier un grand plat d'apparat en or et argent. François Ier l'a donc convoqué pour lui dire son plaisir. Et François Ier dit, puisque j'ai le plat maintenant, j'aimerais avoir la salière qui va avec. Je vous rappelle qu'au XVIe siècle, on entendait par salière cette sorte de grande jatte à plusieurs compartiments qui contenait non seulement le sel, mais aussi les épices, dont l'épice la plus rare à l'époque, le poivre. Vous savez qu'à l'époque, ça se payait son poids d'or ou à peu de choses près. Et Cellini, qui a un sens de l'opportunisme admirable et qui a surtout l'art d'écouter aux portes, savait bien que François Ier allait lui demander sa salière. Alors, avec un naturel tout italien, il sort de ses fontes un dessin en disant, ben, vous voyez, j'y ai déjà pensé, qu'est-ce que vous diriez de cela? François Ier, naturellement, fait une mine extatique, vous pouvez bien penser, si extatique que Cellini pousse encore ses avantages et dit, si vous me donnez une heure, dans une heure, je vous amène la maquette en cire. Tout le monde a pensé qu'en une heure, il était capable de faire une maquette en cire. Et une heure après, vous pouvez bien penser qu'on a accueilli et la maquette et l'artiste avec un enthousiasme délirant. Tout le monde sauf une personne. Le cardinal d'Este, qui était dans la salle et qui depuis un moment avait reconnu, et avec une certaine fureur, un vieux projet de salière de M. Cellini qu'il avait convoité. Voilà comment la salière d'Est est devenue, par l'habileté diplomatique de M. Cellini, la salière de France ou salière de François Ier. Cet objet admirable a fait l'orgueil de la table royale pendant quelques années à peine, puisqu'en fait, l'un des successeurs de François Ier, le roi Charles IX, en a fait cadeau à quelqu'un qui en avait très envie. Ce quelqu'un, c'était l'archiduc Ferdinand II du Tyrol, frère de l'empereur Maximilien. Voilà pourquoi aujourd'hui la salière de François Ier est à Vienne dans les collections du Kunsthistorisches Museum. Alors vous allez voir maintenant non seulement cette salière, non seulement donc cet objet de litige entre la maison d'Est et la maison de France, non seulement ce cadeau malheureux d'un roi un peu trop généreux à un archiduc un peu trop concupiscent, mais vous allez voir surtout, et c'est ça qui nous importe ce soir, la plus belle pièce d'orfèvrerie de toute la Renaissance, et peut-être la plus belle pièce d'orfèvrerie de l'histoire de l'orfèvrerie. Voilà donc la salière de François Ier. Il s'agit donc d'une salière en or fin. Il y a 4,750 kilos d'or fin. Vous m'avez bien compris, ça fait 4,5 kg, n'est-ce pas? Enfin 4 kg de tiers. 4,750 kg d'or fin. Un travail d'émail qui est, dit-on, le plus parfait qui soit, le tout posé sur une base orfèvrée de bois d'ébène incrusté de petits panneaux d'émail. La salière comporte deux compartiments, l'un pour le sel, l'autre pour le poivre et les épices. Voilà pourquoi Cellini a pris le parti de représenter deux personnages mythologiques, chacun détenant un des récipients,
Pour le sel, naturellement le dieu qui patronne le domaine du sel et donc de la mer, c'est Neptune que vous voyez ici. Et pour les épices, naturellement la divinité qui représente la terre, c'est-à-dire Cérès selon certains exégètes, la déesse Tellus selon d'autres exégètes, mais toujours donc deux dieux de l'Olympe. En tout cas, Poséidon, si vous préférez Neptune, est vraisemblablement Cérès ou alors Tellus, en rond de bosse et d'un travail absolument admirable, détiennent et en fait gardent ces deux compartiments à épices. L'œuvre que vous avez là, je vous répète qu'elle a donc figuré sur la table royale pendant toute la fin du règne de François Ier et jusqu'aux premières années de ce fameux règne de Charles IX. Quant aux circonstances du don à Ferdinand II, fatalement j'y reviendrai ce soir parce que fatalement nous parlerons d'Orfèvrerie et donc fatalement nous parlerons du plus impénitent de tous les collectionneurs, ce fameux archiduc Ferdinand II qui sera un peu le héros de ce soir, si j'ose dire. Ça, c'était simplement l'œuvre du jour, si on peut dire, cette salière de Benvenuto Cellini. Maintenant, nous allons voir comment un objet de ce luxe, comment un objet de cette perfection, comment un objet de cette richesse d'inspiration a pu naître, car naturellement que Benvenuto Cellini s'inscrit dans une longue tradition dont il est comme l'aboutissement. Alors c'est cette tradition que nous allons étudier ce soir ensemble pour revenir, si vous le voulez, à la fin, à l'apothéose Cellini, c'est-à-dire à l'apothéose du maniérisme en matière d'art mineur. Alors, maniérisme, le mot est lâché, d'ailleurs, vous venez de voir une œuvre maniériste s'il en est, cette salière, c'est même l'un des grands moments du maniérisme. Le maniérisme, nous avons introduit ça, souvenez-vous, la semaine passée, c'est peut-être juste assez frais pour que je vous rappelle qu'on appelle maniérisme, selon un mot d'ailleurs récemment inventé, puisqu'il a été inventé par l'historien d'art André Chastel, qui a été le premier à s'intéresser à ce XVIe siècle exaspéré et tourbillonnant qui jusqu'alors ne suscitait que désintérêt et même mépris. On estimait en effet jusqu'à André Chastel que l'art avait triomphé jusqu'à la mort de Raphaël et qu'à partir de là, ça avait été une chute rapide et un pourrissement constant. Depuis, on a appris à s'affiner l'œil et l'esprit. Toujours est-il donc que maniérisme est un mot inventé par l'inventeur du maniérisme, c'est le cas de dire André Chastel, désignant donc le primat, c'est-à-dire l'accent accordé par les artistes à leur style. Ça n'est ni le sujet, ni l'inspiration de ce sujet, ni même vraiment la composition qui compte, c'est l'affirmation d'un style personnel, répondant à ces deux pôles fondamentaux que sont l'héritage de Michel-Ange et toute la fougue de l'art, ce qu'on a appelé la semaine passée la terribilità, et d'un autre côté, la douceur évanescente d'un Raphaël, ce qu'on a appelé la Venusta. Le maniérisme, c'est donc le jeu que chaque artiste invente, ou en tout cas dont il réinvente à chaque fois les règles, dans ce grand duel de la terribilità et de la Venusta. Le style, la manière de peindre, si vous le voulez, étant l'agent premier de la création artistique. Alors nous avons vu ça donc la semaine passée à propos de Michel-Ange et Raphaël d'abord, puis ensuite à propos de leurs élèves, et nous avons ainsi vu, si vous vous souvenez, Allori, nous avons parlé de Vasari, nous avons parlé de bien d'autres, jusqu'à ces deux grands génies du maniérisme qu'étaient Pontormo et Bronzino. Et si vous vous souvenez bien, nous avons pu voir que le maniérisme primait une peinture relativement froide. Certains auteurs parlent même d'une peinture gelée, ce qui est assez vrai, il y a une espèce d'immobilisme un peu hiératique dans les œuvres du maniérisme, mais alors d'une virtuosité de technique et d'une inventivité de composition et d'accent absolument extraordinaire. Alors je me suis dit qu'il fallait que je vous redonne une œuvre maniériste, au moins pour vous rafraîchir l'œil, et en fait, plutôt que de vous redonner quelque chose que vous avez déjà vu, je vous montre quelque chose de nouveau. Là aussi, un très très grand moment du maniérisme. J'ai en effet choisi là l'œuvre d'un des peintres les plus fondamentalement maniéristes que l'histoire européenne de l'art ait compté. Ça n'est pas un Italien en fait, c'est un Allemand si vous le voulez, ou en tout cas un peintre du bassin allemand, c'est Bartholomäus Spranger.
dont nous reparlerons d'ailleurs l'une de ces prochaines semaines, mais je tenais à vous montrer cette œuvre-là, Vénus et Adonis, parce qu'après tout, c'est une reprise d'un thème que vous connaissez depuis pas très longtemps. Souvenez-vous du Mars et Vénus de Véronèse que nous avions pu étudier ensemble, c'est à peu près le même sujet, mais traité ici alors dans un maniérisme forcené qui me paraît être vraiment l'emblème même de l'école à laquelle nous nous consacrons. Les lignes sinueuses, tellement sinueuses qu'elles réarchitecturent les corps, quitte à les désarticuler, semble-t-il. Une palette extrêmement restreinte, c'est presque un camailleux, d'ailleurs camailleux d'une extraordinaire froideur. Là encore, la diapo flatte l'œuvre, c'est encore plus bleu et plus plombé que ce que vous avez sous les yeux. Et puis surtout, une forme d'immobilisme étrange, un peu ambigu et même un peu pervers, qui lie ce couple mythologiquement damnant pourtant. On va voir quelques détails de cette œuvre fascinante. Voilà le corps de Vénus, bien entendu, où Spranger, comme tous les maniéristes, montre sa virtuosité dans le traitement par Classi d'un modelé extrêmement nuancé. Aussi toute son habileté dans le voile presque transparent qui à peine cache la déesse, peut-on dire. Maniériste aussi cette façon de ne jamais indiquer une ossature, mais toujours de glisser par-dessus de façon à ce que l'être ait l'air plus apparitionnel encore. Maniériste aussi et surtout ce dernier détail qu'est la chaussure d'Adonis, car Dieu sait si les maniéristes ont eu l'art d'inventer de ces chaussures importables, vous pouvez bien l'imaginer, mais qui, mieux qu'aucune, ne mettent en valeur la finesse d'une cheville ou le galbe d'un mollet. En plus de cela, ce type d'ornement, les ceintures, les baudriers, les chaussures, les armures même parfois, permettent à ces artistes de montrer leur imagination en matière même d'ornement, car il va de soi que nous y retrouvons tête de satyre, mascarons, figures décoratives, ornementales, florales, minérales même, de façon absolument extraordinaire. Alors ce tableau étonnant, ainsi que la plus grande concentration d'œuvres de Bartholomeus Spranger, si tant est que j'ai réussi à convaincre quelques-uns d'entre vous à la beauté du peintre, se trouve à Vienne, et nous emprunterons d'ailleurs à Vienne une très très grande partie de notre rencontre de ce soir. Je vous expliquerai pourquoi dans un petit moment. Ceci donc, c'était un peu la deuxième œuvre du jour, si on peut dire, c'est-à-dire simplement le rappel de ce qu'est le maniérisme en Europe à propos d'une œuvre follement maniériste, ce Vénus et Adonis, donc, de Bartholomeus Spranger. Alors c'est de là très exactement que nous repartons pour maintenant poursuivre et passer de la peinture, qui a été notre seul objet d'approche jusqu'à présent, Michel-Ange, Raphaël et leurs élèves, pour passer de la peinture donc aux autres arts, car inutile de vous dire, il n'y a pas de maniérisme qu'en peinture, tant s'en faut. J'espère que vous gardez dans le coin de l'œil gauche la sinuosité de la Vénus de Spranger, parce que dans quelques minutes, vous allez découvrir une autre sinuosité, mais curieusement jumelle. Pour l'instant, néanmoins, il faut que je vous prépare, si on peut dire, à ce qui va suivre, et cela par une petite histoire. Il était une fois, dans un décor qui est Rome, en 1562, dans un somptueux salon d'un somptueux palais, deux personnages en présence. Excusez-moi, c'est la 10e fois, mais bon. Seulement cette fois-ci, c'est pas un prince et un artiste, c'est un papa et son fils. Le père, oui, un silence soudain. Le père, c'était le prince Mattei. Le fils, c'était le futur prince Mattei. L'un avait ruiné l'autre. Il s'agissait de trouver un moyen de prouver à Rome la grandeur des Mattei en dépit de la ruine qui était effective. Et en bons Romains qu'ils étaient, ils se sont dit, si nous sommes pauvres, plus personne ne nous saluera, mais si nous sommes pauvres avec splendeur, c'est-à-dire avec éclat, nous sauvons le blason Mattei. Ils ont donc décidé de faire construire en 4 jours une fontaine monumentale à leurs frais. Cette fontaine a été commandée, exécutée, posée en 4 jours. Seule ombre au tableau, elle n'a jamais été payée. Il se trouve que cette fontaine est la plus curieuse, ou l'une des plus curieuses, en tout cas la plus maniériste de tout le bassin romain. Vous allez la découvrir maintenant. Alors pour découvrir cette
presque l'objet d'un pari, il faut aller juste derrière le Palazzo Mattei, sur la Piazza Mattei. Et au beau centre se trouve la fontaine des tortues. Cette fontaine a été exécutée par un artiste maniériste, ça je pense que vous le voyez immédiatement, qui s'appelle Taddeo Landini. On connaît bien les fontaines de Rome, mais vous aurez remarqué sans doute qu'on connaît surtout les fontaines de la Rome baroque, les fontaines de Bernin et de ses suiveurs. Or là, vous avez une fontaine moins connue peut-être que les Quattro Fiumi ou que sais-je encore, mais d'une qualité absolument extraordinaire. C'est donc cette curieuse fontaine des tortues qui se présente comme un gigantesque quadruple bénitier qui soutient un gigantesque bassin, et entre l'un et l'autre se dressent 4 jeunes gens en bronze qui basculent des tortues, comme vous pouvez le voir, à l'intérieur de la vasque. Sujet mystérieux, sujet hermétiste, sujet qui à première vue est complètement absurde, aucune importance puisqu'il s'agit d'une œuvre maniériste, ce n'est pas le sujet qui compte, c'est la façon de l'exprimer, une fois de plus. Alors regardez maintenant quelques détails de ce pur chef-d'œuvre du maniérisme qu'est l'œuvre de Landini. Regardez surtout la distorsion de ces 4 personnages. Vous y retrouverez en fait toute l'audace dynamique de Michel-Ange, mais alors la robustesse des personnages de l'époque de Michel-Ange a cédé la place maintenant à cette sorte de gracilité très ambiguë d'ailleurs du plein maniérisme. En cela, Landini se montre beaucoup plus élève des maniéristes que de ce grand renaissant qu'était encore Michel-Ange. Landini, on le connaît assez bien, et je vous dirais qu'on aura nous-mêmes l'occasion d'en reparler. Landini était un élève d'un des très grands sculpteurs du temps, il s'appelait Gian Bologna, nous l'appelons Jean de Bologne, nous, pour simplifier, et je vous signale qu'il est l'œuvre du jour de notre prochaine rencontre, c'est-à-dire celle du 26 février, puisqu'il est l'auteur de ce fameux Appennin de Pratolino, qui nous servira de point de départ à notre prochain cours. Mais Landini, lorsqu'il est devenu libre de son apprentissage, a signé bien sûr d'autres chefs-d'œuvre que cette incroyable fontaine des tortues. Il a signé les 4 Atlantes qui soutiennent les armes Lante à la Villa Lante. Alors ça, c'est pour la prochaine leçon. Nous retrouverons encore ce Landini méconnu et pourtant l'un des plus riches et l'un des plus étonnants sculpteurs de ce maniérisme. Alors c'est surtout dans des détails comme celui-ci, dans ces poses comme écartelées mais néanmoins parfaitement sereines, qu'on retrouve, je trouve, quelque chose de l'esprit de Spranger tout à l'heure, mais cette fois-ci en plein centre de Rome, où nous nous trouvons. Alors cette première œuvre donc, pour vous introduire à d'autres arts que celui de la peinture, la sculpture de Landini et bien d'autres que nous verrons ces semaines prochaines, vont vous prouver vraiment que ce maniérisme s'étend lentement à tous les arts, à toute l'Italie, et surtout, vous le verrez bien vite, à toute l'Europe. Il faut que vous sachiez, parce que je crois que c'est quand même assez important de le rappeler, que la Piazza Mattei, que vous venez de voir, se dresse donc à côté de ce lieu que vous connaissez bien, parce que je vous l'avais présenté en long, en large et en travers, le Palazzo Mattei, avec toutes ces inclusions de bas-reliefs antiques dans la cour, ces statues à l'antique au loggia de premier étage, et qu'à côté de ce Palazzo Mattei, à côté donc de la fontaine des tortues, se dresse un autre palais, beaucoup plus sévère, dont je ne vous en parlerai pas parce que j'aime pas tellement la sévérité, beaucoup plus sévère, beaucoup plus orgueilleux, par là même beaucoup plus massif si vous le voulez, c'est le palais Cenci. Et je vous rappelle que, alors qu'on érigeait, ou presque, la fontaine des tortues, chef-d'œuvre du maniérisme en sculpture, il se passait au Palazzo Cenci quelque chose qui est le chef-d'œuvre du fait divers maniériste. Et c'est peut-être pas mauvais de rappeler que, lorsqu'on arrive à demander à ces artistes des œuvres aussi frénétiques que celles que vous venez de voir et que celles que vous allez voir, on finit par vivre soi-même de façon parfaitement frénétique. En effet, c'est derrière les murs obscurs du Palazzo Cenci que le 9 septembre 1598, l'une des plus somptueuses, l'une des plus belles et surtout l'une des plus riches héritières de Rome, Béatrice Cenci,
a assassiné son propre père, dont les perversions innombrables avaient fini par lui atteindre le moral. Je vous rappelle que Béatrice Cenci et son frère, qui avaient aidé à l'assassinat, ont été jugés par le pape. Clément VIII a ordonné leur décapitation et en fait le 11 septembre de l'année suivante, face au château Saint-Ange, la plus romaine des romaines, Béatrice Cenci, était décapitée pour avoir voulu défendre son honneur face à son propre père. C'est tout le canevas, en fait, d'un drame maniériste, et cela déjà me permet donc de vous dire, à art maniériste meurt maniériste. Nous aurons l'occasion d'ailleurs d'en reparler, bien sûr. Alors, nous avons vu la dernière fois la naissance du maniérisme en peinture. Je viens de vous montrer déjà une extension du maniérisme à la sculpture avec Landini. Pour arriver à ce qui m'intéresse vraiment, c'est-à-dire à cette fameuse art mineur, il faut maintenant que je vous parle un peu d'architecture et de décor, car il est évident que lorsque l'on crée des œuvres maniéristes, il leur faut un cadre maniériste. Donc, il me faut bien vous parler de cadre. Pour parler de cadre, j'ai choisi en fait 3 lieux que je vais vous montrer parce que les 3 lieux sont de véritables manifestes de l'art maniériste. Et pour vous donner tout de suite les 3 têtes de chapitre, le premier ce sera le château Saint-Ange à Rome, le deuxième ce sera le Palazzo Spada à Rome toujours. Vous allez me dire, vous le connaissez déjà. Je vous rappelle que vous en connaissez l'extérieur, mais je vais vous en présenter maintenant l'intérieur et vous aurez des surprises, je peux vous dire. Quant au troisième, ce sera une alcôve d'un château anglais, mais ça, c'est une autre histoire, ça viendra dans un instant. Premier lieu donc de ce maniérisme naissant en matière d'architecture et de décor, le château Saint-Ange, dont vous me permettrez très rapidement de vous retracer l'histoire. Je vous rappelle, mais tout le monde le sait, je sais bien, je vous rappelle qu'il était construit entre 135 et 139 de notre ère par l'empereur Adrien pour servir en fait de mausolée à sa famille et en fait aux empereurs descendants. L'œuvre était si gigantesque avec son grand tambour de base, puis son cylindre, et puis ses quadrilles, et puis ses cyprès, et puis ses dieux et ses déesses en bronze et en marbre. L'œuvre était donc si gigantesque qu'Adrien est mort avant même de la terminer. Et c'est son fils adoptif et successeur, Antonin le Pieux, qui a mis la dernière main à ce qui a été dès lors le plus gigantesque cénotaphe de l'Occident. Ça n'a pas duré bien longtemps puisque, en pleine période impériale encore, l'empereur Aurélien, refaisant les bastions et les remparts de Rome, a inclus le château Saint-Ange comme l'une des forteresses de défense de Rome. C'est donc vous dire que déjà sous Aurélien, le tombeau avait été assez pelé de ces marbres, de ces sculptures et de ces bronzes pour n'être plus en fait qu'une sorte de donjon parmi d'autres donjons ceinturant Rome. Tout allait donc pour le plus mal dans le pire des châteaux Saint-Ange possible. Décrépitude et garnison étaient sa seule occupation. Tout allait pour le plus mal jusqu'au jour où le bon Dieu a décidé de se manifester. Ce jour-là, c'était en 590 très exactement, la peste sévissait à Rome. Pour faire cesser la peste, le pape Grégoire le Grand a ordonné une grande procession circumambulatoire qu'il a présidée lui-même. Et tout d'un coup, le pape, mais non seulement le pape, les cardinaux, non seulement les cardinaux, mais tout Rome ont pu voir apparaître un ange au sommet de cette vieille ruine qu'était le mausolée d'Adrien. Et cet ange tenait une épée qu'il a abattue dans le vide. Dès l'instant, la peste a cessé à Rome. Pour rappeler ce miracle, le lieu a été consacré, bien entendu, à l'ange, et on l'a appelé dès lors Castel Sant'Angelo, c'est-à-dire le château de l'ange saint, celui qui a sauvé Rome, en fait, de la peste et du pire des fléaux qui soit. Ça n'a quand même pas arrangé le cas archéologique du château qui a continué à se ruiner, jusqu'au moment où sa situation près du Vatican amenait les papes à penser. Je vous rappelle qu'il y a eu un moment dans l'histoire de l'humanité où l'immunité papale a été plus que contestée. Il y a des papes qui ont dû fuir, il y a des papes qui ont dû se réfugier quelque part, parce que quelque part ça a été régulièrement le château Saint-Ange.
une sorte de résidence donjon dans ce château-là. Et ainsi, le pape Nicolas V, puis après lui Alexandre VI, puis après lui Clément VII, se sont réfugiés régulièrement, quand ça tournait mal, dans le château Saint-Ange. Celui qui est resté le plus longtemps, c'est bien sûr Clément VII, puisque c'est lui qui a dû fuir devant les armées de Charles Quint au moment du sac de Rome en 1527. Il a dû de ne pas être capturé qu'à l'inexpugnabilité totale de l'ancien mausolée impérial. Seulement, quand on loge un pape, on ne le loge pas trop mal. Ou plutôt, à cette époque-là, les papes n'avaient aucune envie expiatoire qui les faisait se mal loger. Donc, ils se sont mis à décorer et faire décorer ce château Saint-Ange. Et c'est ainsi que, en matière d'art pontifical, le château Saint-Ange est devenu non seulement un bastion, mais un véritable petit joyau contenant quelques-uns des plus somptueux appartements que les papes se soient jamais fait créer. Cela surtout sous le pontificat de Mécène, qu'a été le pontificat de Paul III. Vous allez voir ça dans un petit instant. Vous savez que ça a quand même très mal fini, puisque après avoir connu la gloire des papes, même pape en déconfiture, c'était quand même la gloire des papes, après avoir connu la gloire des papes, le château Saint-Ange n'est plus devenu qu'une prison d'État. Et je vous rappelle qu'on y a enfermé des gens que vous connaissez au moins depuis ce soir, Benvenuto Cellini, parce qu'il avait fait des tas de vilaines choses à des petits mineurs, Béatrice Cenci, parce qu'elle avait fait des tas de vilaines choses à un grand majeur et en l'occurrence à son père, mais aussi plus près de nous, Cagliostro, et même, comme chacun sait, Mario Cavaradossi, mais ça, c'est une autre histoire. Alors, on va voir maintenant ce château Saint-Ange, non pas dans son ensemble, mais dans la petite partie que je voulais vous présenter et qui, comme vous le verrez, est un véritable chef-d'œuvre. Voilà donc le mausolée d'Adrien, entièrement rhabillé à l'époque de Clément V, dans un style encore fort médiéval, disons-le bien. Voilà surtout un détail de l'admirable pont qui permet l'accès au-delà du Tibre au château Saint-Ange. Si vous aimez ce pont, il faudra venir au cours du semestre prochain, puisqu'on parlera de baroque, et vous avez là l'une des œuvres premières du Bernin. Alors nous reparlerons de ces anges de la Passion, mais je vous rappelle que c'est au pied de cet ange même qu'a été décapitée Béatrice Cenci. Voilà pour vous rappeler quand même que c'est un monument antique, l'une des 112 figures monumentales de captifs en marbre qu'Adrien a fait ériger en ceinture autour de son mausolée. Les 112 ont été naturellement abattus très très tôt. C'est les archéologues du début du 19e qui en ont retrouvé une petite partie. Voilà lorsqu'on monte l'admirable panorama sur Rome. Et pour ceux qui connaissent la Tosca, ça vous rappellera immanquablement l'admirable début du dernier tableau, au moment où les cloches de Rome sonnent au matin. On se rend compte que vraiment Puccini est monté, s'inspirer de la quantité ici des clochers pour imaginer cette symphonie tellement merveilleuse qui précède la mort. Et enfin, puisque je vous parlais de Cavaradossi, voilà sa prison, ou du moins voilà l'une des prisons du château Saint-Ange, à l'époque où il était prison d'État et surtout secret d'État, comme vous le savez. Ça, c'était juste tourner autour du château Saint-Ange pour rappeler son destin. Maintenant, nous entrons dans le cœur du sujet, c'est-à-dire le château Saint-Ange maniériste. Je vous rappelle donc que c'est dans la partie couronnant le mausolée d'Adrien que les papes, surtout dès l'époque de Alexandre VI et jusqu'à l'époque de Paul III, ont embelli le château. Seulement, je vous rappelle qu'ils embellissent dans le cœur d'une construction antique. Il s'agit de percer dans des massifs de briques. Donc, s'il y a des appartements somptueux construits en couronnement, les couloirs d'accès, eux, sont relativement confidentiels car il a fallu les gagner sur le plein même de la matière. Voilà donc ce que l'on appelle le petit corridor qui permet d'accéder à la salle du conseil dans laquelle le pape Alexandre VI recevait ses légats. Et ce petit corridor a été décoré, nous apprennent les chroniqueurs de l'époque, dans le style le plus nouveau. Alors quel est ce style le plus nouveau ? Ce style le plus nouveau, j'y avais fait allusion au tout début de ce cours, c'est le style des grotesques. Et j'avais plus exactement prononcé ce nom de grotesque. J'aimerais aujourd'hui développer un peu ce sujet-là. Vous savez que, au cours de la Renaissance,
s'est développée cette science nouvelle que l'on appelle aujourd'hui l'archéologie. Vous savez qu'à la Renaissance, donc, on a découvert une quantité des lieux de la Rome antique et surtout de la Rome impériale antique. Vous savez que parmi les découvertes capitales, il y a eu celle du palais de Néron, cette Domus Aurea presque mythique. Et vous savez que, au vu des fresques qui l'ornaient, les artistes de la Renaissance ont été pris d'une véritable frénésie ornementale. Ils ont adapté les peintures de la Rome impériale antique au goût nouveau de leur Renaissance. Et c'est ainsi qu'est né cet art des grotesques. Alors pourquoi grotesque? Tout simplement parce qu'à l'époque, ces excavations archéologiques étaient souterraines. On pénétrait dans la Domus Aurea comme on pénétrait dans une grotte. Voilà pourquoi on a appelé grotesque tout ce qui paraissait sortir d'une grotte, c'est-à-dire tout ce qui appartenait au domaine de l'archéologie. En effet, au sens strict du terme, l'art des grotesques n'est pas un art des ridicules, ça va de soi, c'est un art de ce qui appartient au monde des grottes, c'est-à-dire un décor, vous allez voir, d'une fascination absolument étonnante, mais une fascination, si j'ose dire, toute pompéienne. Voilà l'entrée du corridor avec un décor en trompe-l'œil de conque, comme on en trouve à la Domus Aurea, comme on en trouve d'ailleurs aussi dans les maisons d'Herculanum et de Pompéi. Voilà un des dizaines et dizaines de petits médaillons sur fond noir, comme on en trouve à la Domus Aurea, comme vous en connaissez également à Herculanum et Pompéi. C'est le fameux style sévère manière noire, dont les plus beaux exemples sont à la maison des Vétii à Pompéi. Même, je dirais, le style et l'iconographie de cet amour à pattes de canard est romain, si vous le voulez. Mais ce que les Renaissants d'abord, mais surtout, vous allez voir dans un instant, les maniéristes ont ajouté, c'est encore une imagination plus folle que celle des modèles des premiers siècles, c'est encore, si vous le voulez, une sorte de perversion des genres et des espèces plus débridée qu'elle ne l'avait jamais été jusqu'alors. Alors, tout le couloir est recouvert très capricieusement, semble-t-il, sans discipline véritable ni sens de la composition véritable, semble-t-il, d'une quantité de motifs qui sont des lions ailés, des cygnes en plein vol, des amours à tête de lion et à pattes de cygne, si c'est possible, des néréides, des créatures mi-néréides, mi-chèvres parfois, c'est-à-dire toute une espèce de bestiaire fantastique dont la source fondamentale, c'est vrai, c'est l'iconographie antique, mais dont en fait la résultante véritable, c'est cette libération de l'imaginaire que notre XVIe siècle est en train de traverser. Vous venez de voir tout à l'heure un lion, voilà maintenant l'un des signes qui peuplent ce fameux petit couloir. Je vous fais remarquer au passage l'état de conservation désastreux, non seulement de ce cycle de fresques, mais de toutes les fresques du Château Saint-Ange qui malheureusement attire plus les touristes par la prison de Mario Cavaradossi que par les appartements pontificaux. Donc on restaure la prison, quitte à même y mettre du pain sec, paraît-il, tous les dimanches, mais on oublie complètement de restaurer les peintures. Enfin. Alors, le décor s'élargit, si vous le voulez. Voilà maintenant, après les petites figures que je vous ai présentées, ces grandes compositions étranges, où justement se mêlent et doivent se mêler l'animal, le végétal, l'humain, selon les lois d'un équilibre et d'un sens de la composition, aussi impossible que possible, si je puis m'exprimer ainsi. C'est-à-dire que vraiment, l'art du grotesque, c'est un pari sur l'impossible. C'est exorciser toute notre raison pour faire naître et développer par là même le sens de l'imaginaire le plus incroyable qui soit. C'est ainsi donc que vous avez, regardez, une sorte de petit toit à feston qui soutient une sorte d'urne antique, qui soutient quelque chose qui a l'air d'être un cœur, que jouxte de deux côtés deux créatures dont on veut bien au départ qu'elles sont mythologiques vu qu'elles ont des ailes, mais qui finissent par être des pampres de vigne, lesquels pampres de vigne doivent être repris plus bas par des satyres qui eux-mêmes se terminent, je n'ose pas penser quoi. Enfin bref, ce jeu de l'imaginaire, c'est vraiment, et au sens le plus plein du terme, le jeu des grotesques. Voilà d'autres détails dans lesquels vous remarquerez entre en grande partie l'orfèvrerie en trompe-l'œil. C'est bourré de bijoux qui dégringolent des voûtes, qui s'accrochent aux parois, qui forment des guirlandes parmi les fleurs et les fruits.
avec lesquels jouent d'ailleurs des elfes, des fées. On n'appelait pas ça elfes et fées à la Renaissance, bien entendu, dryades et amadryades si vous préférez. Et puis, comme le tout doit être, comment dire ça, soutenu, vous remarquerez qu'un sens très décoratif, une sorte de côté frise en rinceau, anime toute cette composition d'une sorte de perpétuum mobile, ce qui fait que ce petit couloir qui n'est qu'un couloir de traversée finit par devenir les clés d'un royaume du rêve parmi les plus enchantés que l'on puisse imaginer. Un peu partout il y a des Atlantes pour supporter tout cela, Atlante habillé, Atlante tout nu, Atlante en guenilles, Atlante à l'antique, Atlante renaissant, Atlante de demain, et même, vous allez le voir dans un instant, Atlante à l'égyptienne. Le tout, de nouveau, sans véritable raison apparente. Vous venez de voir deux Atlantes qui sont absolument sœurs, elles sont côte à côte d'ailleurs, l'une vêtue, l'autre nue. De nouveau, simple caprice de l'imaginaire de la part de l'artiste, ça va de soi. Je vous promettais un Atlante à l'égyptienne, eh bien le voilà. Ceci est la démarcation, en effet, d'une statue néo-égyptienne découverte très peu de temps avant que soit composé le décor que vous êtes en train de traverser maintenant. Et puis au plafond, ce sont des compositions, là aussi un peu étranges parce qu'elles culminent à 1,90 m, n'est-ce pas? N'imaginez pas un plafond colossal, vous avez vu, c'est un tout petit couloir de rien. Alors dans ces médaillons, cette série de déesses, de demi-déesses et d'héroïnes en grand envol de draperie nous tombe dessus comme elle tombait sur les passagers, on peut dire, de l'époque pontificale, ajoutant encore à cette espèce de malaise extatique qui s'empare de tout visiteur. Je dis bien malaise extatique parce qu'à la fois on se sent pas très bien avec les normes de sa raison cartésienne, mais en même temps complètement conquis par l'irrationalisme de ce type de rêve. Voilà pourquoi malaise extatique. Alors vous en avez ici encore quelques exemples avec ces nymphes bizarres caressant des dauphins bizarres, avec des jambes bizarres sorties comme vous pouvez voir, on ne sait pas très bien où. Et dans la solitude de marais pontins comme ça. Il y a absolument de tout, si vous le voulez, dans ce monde étrange. Passer ce petit couloir, qui est extrêmement important en matière d'histoire du maniérisme, car c'est l'un des premiers en date des décors de grotesque que l'Occident ait connu, 1541, mais on ne sait rien de l'identité de l'artiste, voilà pourquoi je n'en ai pas parlé, c'est encore une œuvre d'école, une œuvre anonyme. Après donc ce petit couloir de 1541, nous arrivons dans un énorme appartement, alors lui plus maniériste qu'il est possible d'être maniériste, c'est pourtant sous le même pontificat qu'il a été décoré, c'est la salle d'Apollon du pape Paul III. Salle d'Apollon parce que Paul III, semble-t-il, préférait Apollon à des fastes plus professionnels, si vous me permettez de m'exprimer ainsi. Mais néanmoins, pour ne pas troubler trop le ciel, il avait placé au-dessus de la cheminée l'ange de la peste que vous voyez apparaître au beau milieu de la composition. Après l'ange de la peste, il s'estimait, si j'ose dire, en bonne conscience à l'égard de son métier. Il n'a donc plus que des demi-déesses, des nymphes et des histoires de Dieu, surtout couronnées par Apollon. Alors, dans cette salle-ci, qui date donc d'un peu plus tard, 1572 environ, dans cette salle-ci, les élèves de Michel-Ange, les tenants du maniérisme le plus débridé, s'y sont donnés à cœur joie. Les travaux ont été présidés par un personnage étonnant qui s'appelle Perino del Vaga. Ce Perino del Vaga avait, dit-on, une absence de génie totale, mais par contre une facilité de métier étourdissante. Il était capable de brosser une de ses compositions en camailleux en quelques heures à peine. Alors, lui et ses innombrables aides ont développé sur tout le pourtour de la salle dite d'Apollon l'histoire, ou plutôt des épisodes de l'Iliade et de l'Odyssée, de l'histoire grecque et aussi un peu de l'histoire romaine, dans de très curieux décors en grotesque, comme vous pouvez le voir, soutenus par des Atlantes qui sont les cousins germains un peu chlorotiques de ceux que vous aviez découverts à la Sixtine la dernière fois. Il faut quand même de temps en temps rappeler ces bons maîtres, ça peut aider au moment des signatures de contrats. Alors voilà un, puis quelques autres de ces pompes à l'antique dans
dans des très beaux clairs-obscurs de sanguine, signés Perino del Vaga, alors que les encadrements laborieux sont en fait des élèves, et en plus ont été restaurés en 1860, qui, comme chacun sait, n'est pas la meilleure période qui soit en matière de restauration. Regardez donc surtout ces épicentres où vraiment le sens dramatique du traitement de la lumière et de l'ombre est d'une terribilité extrêmement affirmée, mais en même temps avec des jeux sinueux de courbes qu'on peut dire qu'en surimpression, comme il se doit dans toute bonne œuvre maniériste, la Venusta s'y installe également. Les photos que vous venez de voir, et les photos que vous voyez encore, ça c'est la Charité d'Alexandre le Grand. Toujours est-il, les photos que vous venez de voir sont très récentes, elles ont été faites après la restauration qui a été entreprise dans la salle d'Apollon et qui était d'ailleurs l'une des plus coûteuses de l'histoire de la restauration à Rome. Mais pendant que j'y suis, regardez bien les personnages, regardez ces armures débridées de style dont je vous parlais tout à l'heure, et regardez surtout les jambières. Je vous disais tout à l'heure, les artistes dans de telles pièces de parure ou de vêtements pourront développer vraiment leur génie ornemental. Voilà les jambières d'Alexandre le Grand en forme de gueule de dragon crachant le pied du conquérant, ou à peu de choses près, ou le boulottant, on ne sait pas très bien. Mais toujours est-il, voilà donc de ces armures, ou en tout cas de ces harnachements à la maniériste, comme vous en verrez encore de nombreux. Mais là, de nouveau, c'est une œuvre manifeste, en ceci que, après le petit couloir qui était vraiment le coup d'envoi du maniérisme ornemental, le petit couloir des grotesques, la salle d'Apollon, c'est le coup d'envoi du maniérisme monumental, avec Perino, donc del Vaga. En dessous de toutes ces compositions, il y a bien entendu un plein en trompe-l'œil comme il se doit, et comme il se doit, la part d'humour qui appartient en propre aux artistes maniéristes, et d'ailleurs aux princes maniéristes aussi, fait que l'artiste a oublié des tas de choses. On trouve une paire de pantoufles dans un coin, on trouve un balai dans un autre coin. Ce type d'humour était très pratiqué aussi dans la Venise de Véronèse. Ceux d'entre vous qui avez visité la ville à Mazères, vous avez découvert qu'on a oublié des torchons et des ramassoirs partout. Enfin, plutôt c'est Véronèse qui les a oubliés, bien sûr. Alors, dans la chambre d'Apollon, non seulement on a oublié partout des objets, mais même on a laissé entrer une babouine et son petit à l'angle ouest, et le mâle à l'angle est. Lequel mâle se... Non, heureusement vous ne voyez pas ma diapo, elle est chaste. Alors donc, ce château Saint-Ange, que si vous allez à Rome, j'espère que vous ne visiterez pas seulement pour Béatrice Cenci et le fameux Mario dont je vous rebats les oreilles, mais aussi pour ces deux manifestes du maniérisme que sont le maniérisme confidentiel du petit couloir et le maniérisme monumental et consommé de la salle d'Apollon. Ce château Saint-Ange était le premier des trois lieux architecturaux que je voulais vous présenter ce soir. Le deuxième, c'est le palais Spada, Palazzo Spada. Alors je sais que nous en avons déjà parlé ensemble. Si vous vous souvenez, c'était à propos des réemplois de l'Antiquité. Je vous avais présenté alors trois palais romains, Palazzo Mattei, Palazzo Spada et Palais de Venise, pour vous montrer l'emploi des motifs antiques. Mais comme je vous le disais au début, tout à l'heure, je ne vous avais montré que l'extérieur. Aujourd'hui, je ne vous montre plus l'extérieur, je ne vous montre que l'intérieur. Et vous allez avoir, je le répète, d'étranges surprises. Je vous rappelle néanmoins qu'il est presque impossible à l'heure actuelle d'entrer au Palazzo Spada, donc ça c'est pas pour votre prochain voyage à Rome, j'en ai bien peur, car depuis 1927, c'est le siège du Conseil d'État. Et avec les problèmes que l'on connaît aujourd'hui à Rome, vous pensez bien qu'on ne laisse plus entrer n'importe qui au Palazzo Spada, même pas n'importe qui. Alors, nous allons voir l'intérieur Max. Alors, vous aviez vu déjà, si vous vous souvenez, cet admirable décor maniériste, l'un des plus beaux de toute la Rome antique, dû à un élève de Giacomo della Porta, peut-être Guido Merisi, comme je vous l'avais dit il y a quelques semaines, peut-être pas Guido Merisi, des historiens d'art ne sont pas d'accord quant à l'attribution même du palais. Mais vous vous souviendrez peut-être qu'en le visitant, j'avais eu l'occasion de vous arrêter quelques secondes devant la curiosité de son extérieur. C'était cet immense portique de 9 mètres de longueur, construit en anamorphose par le jeune Borromini.
Nous avions vu cette curiosité optique, donc, le couloir du gladiateur que je vous montre là simplement en référence. Mais alors maintenant, nous grimpons dans les étages et vous allez découvrir la somptuosité d'un maniérisme débridé, peut-être le plus maniériste de tous les palais romains. Voilà, à titre d'exemple simplement, l'un des innombrables plafonds de l'un des innombrables salons d'angle que l'on retrouve absolument partout dans cette chicane qu'est le Palazzo Spada. Je vous le montre parce qu'il contient lui aussi de ces médaillons sur fond noir qui sont démarqués de ceux qu'ont réinventé les artistes du château Saint-Ange, démarqués eux-mêmes de ceux de la Rome antique. Voilà donc un décor de grotesque. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est que, il y a de cela moins de 2 ans, on a fait au Palazzo Spada, parce que les conseillers d'État recevaient le plafond sur la figure, on a fait des restaurations d'envergure, et notamment on a essayé d'enlever les draperies plus peintes à l'époque du Risorgimento partout. Elles étaient sinistroulettes, on les a donc lavées. Et quelle a été la surprise des restaurateurs de découvrir dessous, en grande partie intact, un décor maniériste complètement inédit. On ne le connaissait pas depuis l'année où il a été complètement massacré, dans les années 1840 à peu près, par des inconscients. Et on vient maintenant de le remettre en valeur, on commence à l'étudier, il semble qu'il s'agit d'une œuvre de l'atelier de Giulio Romano, ou si vous préférez de Jules Romain, soit de l'un des plus extraordinaires créateurs du maniérisme. Toujours est-il que ce sont essentiellement des histoires de l'Iliade et de l'Odyssée. Dans le motif précédent, vous avez vu en effet la bataille d'Achille et d'Hector, alors que ici vous découvrez l'histoire de Polyphème. Bien là, regardez dans le grand nu de gauche, dans la figure même de ce cyclope à 2 yeux, ce qui est bien maniériste en soi. Voyez combien l'héritage de Michel-Ange est présent, mais avec une sorte de grâce alongrie un peu raphaélienne qui en fait une œuvre à proprement parler maniériste. La figure, voilà une autre figure, un autre de ces grands nus de l'histoire de Polyphème. L'étrangeté, si vous le voulez, de ce décor tient essentiellement, bien sûr, à sa nouveauté. Il n'y a encore aucune parution, aucune publication même sur ce cycle-là. On est en train d'y travailler. Et il y a de gros problèmes, car au beau milieu de la composition, on découvre ce que vous allez voir, voilà, une admirable grande figure de femme, vraisemblablement une Cérès, dont de nouveau l'aspect extrêmement pensant et sinueux doit vous rappeler un tout petit peu ces œuvres de Spranger que nous avons découvert il y a quelques minutes. Alors ce cycle-là, c'est déjà une première surprise. Je ne pense pas que vous pouviez vous attendre à découvrir cela dans le sévère Palazzo Spada. Mais ça n'est pas tout. Je vais vous montrer maintenant d'autres choses encore plus maniéristes, comme ce que vous avez sous les yeux. Ce que vous avez sous les yeux, c'est le coin d'un petit corridor. Au coin de ce petit corridor, le cardinal, je vous rappelle que le palais est commandé par un cardinal, le cardinal Épicius a fait construire une horloge solaire, c'est-à-dire qu'un trou dans le mur permet au curseur qu'est le rayon de soleil de suivre un jeu de lignes infiniment complexe, peuplé par la représentation des habitants des différents continents et même, disons bien, des différents univers, peuplé aussi de leurs créatures préférées, et les vecteurs indiquent l'heure, non seulement de Rome, mais de tous les autres lieux de la planète, le tout composant un décor linéaire extrêmement savant. Vous en avez ici un thème encore. Et bien voilà, lâché au beau milieu d'un couloir, une œuvre si inattendue que par son intention même, je la qualifierais de maniériste. Donc vous voyez combien ce palazzo est riche. D'abord un cycle de peinture, alors là, stylistiquement maniériste et ô combien, puis maintenant une sorte de machine maniériste avec l'horloge solaire, mais vous n'avez encore rien vu. Le triomphe, c'est le couloir maniériste. Alors voilà ce couloir des Atlantes, qui est très peu connu lui aussi, parce que le palais n'est pas public, je le répète. Ce couloir des Atlantes, qui est l'une des œuvres les plus troublantes qui soit, puisque c'est une sorte de Sixtine, Sixtine très descendue sur terre. Hein. Alors, c'est un couloir relativement étroit, fait d'un jeu savant d'ailleurs de stuc blanc et de peinture
marouflé racontant les amours des dieux. Le tout soutenu selon la tradition néo-platonicienne lancée par Michel-Ange, par toute une série de jeunes gens dont on veut bien croire qu'ils sont des Atlantes parce qu'on a confiance en les artistes de leur naissance. Là, les fenêtres étaient trop ouvertes, on les a donc refermées pour les photos qui suivent, et le voilà dans sa vraie lumière, peut-on dire, c'est-à-dire cette sorte de demi-jour qui sculpte véritablement ces images d'Atlante dont vous allez voir quelques détails. La véritable appartenance, la véritable signature de ce couloir des Atlantes, nous ne la connaissons de nouveau pas, mais il y a dans les papiers du Palazzo Spada des attestations que des élèves du grand Bologna auraient travaillé ici. Le tout est qu'en tout cas, la qualité même de l'œuvre, la qualité technique des stucs montre une très grande tradition et par là même une très haute école. Ce pourrait donc parfaitement être l'école de Bologna qui aurait signé ce petit chef-d'œuvre de l'insolite qu'est la stuccature du Palazzo Spada. Voilà encore un des détails d'un des 42 Atlantes en pied qui marquent les deux côtés de ce fameux couloir. Puis, je vous ai dit, je vous présente une troisième œuvre, après avoir vu les débuts du maniérisme au Château Saint-Ange, l'affirmation du maniérisme au Palazzo Spada. Je peux vous montrer dans un troisième lieu la diffusion du maniérisme. Pour ce faire, j'ai pensé sortir d'Italie, parce que sinon il n'y aurait pas diffusion à proprement parler. Nous sommes à New York. En effet, l'admirable série de boiseries que vous avez ici appartenait à une maison patricienne anglaise, mais elle a été rachetée au début de ce siècle par des mécènes aussi généreux qu'anonymes, comme on dit dans les discours officiels, ce qui fait que l'œuvre a été léguée aujourd'hui au Metropolitan Museum of Art, où elle est reconstituée. Il n'en demeure pas moins que c'est certainement la plus belle, la plus parfaite et la plus complète des séries de boiseries que le maniérisme nous ait fait parvenir. Alors de nouveau, je voulais que vous voyiez ce même amour de l'ornement, ce même amour de l'insolite, cette même étrangeté des figures, Atlante sur tête de chien, gueule de lion, éléments floraux, végétaux, minéraux, coquillages, conques, peuplant cette grande boiserie de noyer que vous avez ici. Voilà quelques autres détails. Alors vous voyez, il faut bien que je vous avoue, mais vous l'avez déjà, je pense, déjà au fond de l'esprit, la constatation que je vais faire, c'est bien la base du style Henri II que vous êtes en train de voir. Donc c'est les futurs buffets de vos arrière-grand-mères. Seulement, je vous rappelle qu'entre les buffets insupportables de toutes nos arrière-grand-mères réunies et cela, il y a quand même 4 siècles et demi. Encore un petit détail, voilà les innombrables colonnettes qui supportent ce décor. Oh, vous remarquerez combien le métier est parfait, vraiment d'une beauté étonnante. Et voilà l'une des petites frises à tête de grotesque que vous voyez tout autour. Alors je pense que ces trois lieux que j'ai choisis vraiment comme emblème, c'est pas une histoire d'architecture maniériste, ni même de décor maniériste, ces 3 emblèmes, ces 3 lieux choisis comme emblème vous ont montré cette sorte de grande respiration du maniérisme au XVIe siècle où nous sommes. Hein. La base au Château Saint-Ange, l'efflorescence au Palazzo Spada et la diffusion européenne dans cette fameuse maison, aujourd'hui, disons-le bien, à New York. Alors, puisque le décor est planté par ces 3 lieux, on va commencer à pouvoir parler des objets qui y sont contenus. Donc on arrive au fameux art mineur qui était promis pour aujourd'hui. J'ai quand même un certain temps pour vous en parler. Bien. Alors dans les décors que vous venez de voir, il est évident que vit une société. Il est très important que vous sachiez qu'il y avait, comme à la Renaissance, les descendants des grands mécènes que nous avons mis en scène au XVe. Laurent le Magnifique a donné naissance à d'autres Médicis, Isabelle d'Este à d'autres Est, et c'est cela dont il est question ce soir. Alors je pense que c'est très rapidement important de vous montrer simplement quelques visages, ne serait-ce que pour vous faire découvrir quelques costumes de la période maniériste, que vous sachiez comment on se harnachait lorsqu'on était une dame maniériste. Voilà une petite dame maniériste française, cour des Valois. Alors vous voyez la fragilité du visage soutenue par la fraise,
isolé même d'ailleurs assez étrangement par la fraise. Vous voyez le caparaçon complet du corsage qui permet d'étaler les bijoux d'une étonnante somptuosité. Je dis donc bien, celle-là est française. Voilà sa cousine d'Angleterre maintenant. Voilà une dame de la cour d'Angleterre, peut-être d'ailleurs un portrait de jeunesse d'Élisabeth Ière, on n'est pas sûr, où vous retrouvez cette même étrange androgynité du torse où l'on écrase tout ce qui pourrait être féminin, de façon à mieux mettre en évidence ce qui est d'ailleurs le comble, la parure même du féminin, c'est-à-dire le bijou. Vous le voyez apparaître comme collier, devant corsage et ceinture, une ceinture extraordinaire qui vient souligner la fragilité de la taille. Et de plus en plus fort, après la cousine française et la cousine anglaise, voyez maintenant la cousine espagnole. Voilà. Ça, c'est une dame de la maison d'Aragon. Mais là, alors, vraiment, le harnachement maniériste arrive certainement à son point culminant. Alors, faisons donc pour ces dames-là et pour leurs époux que l'art va se développer, car ce sont les nouveaux mécènes, ou plutôt les nouveaux commanditaires de l'art. Les mécènes, depuis des semaines et des semaines, vous en connaissez. Souvenez-vous, on a parlé de la famille de Montefeld, la famille d'Este, les Gonzague, les Médicis, voire même les papes. Souvenez-vous bien, maintenant ce que je vais dire pendant 2 minutes, c'est très très important, si je puis dire. Je bavarde moins, c'est très important. Souvenez-vous que les mécènes que je vous ai fait connaître jusqu'à présent sont des gens qui avaient à leur disposition des artistes qui exécutaient pour eux, avec eux, et si j'ose dire à leur bénéfice, des œuvres qui permettaient d'immortaliser le nom du commanditaire. Nous avons vu ainsi un Piero da Francesca travailler pour Frédéric de Montefeld, nous avons vu ainsi Ercole de Roberti et Francesco del Cossa travailler pour la maison de Ferrare, nous avons vu Mantegna travailler pour les Gonzague, etc. Au fond, le mécène, jusqu'alors, c'est l'homme de l'art moderne. Il prend des artistes vivants, et avec ces artistes vivants, il élabore l'art de demain. Eh bien, au XVIe siècle, déjà, c'est fini. Les descendants, ceux que vous avez vus à l'instant, les descendants des grands mécènes du XVe ne sont plus des amateurs d'art moderne. Ils sont maintenant des collectionneurs. Les nouveaux Médicis collectionnent, les nouveaux Gonzague collectionnent, les nouveaux Est collectionnent. Et ils collectionnent le plus souvent des œuvres du passé. Donc ce moment merveilleux où l'autorité et l'art en devenir ont été main dans la main pour créer, si vous le voulez, quelque chose qui soit l'immortalité d'une civilisation-là, ce moment merveilleux, il est fini. Les nouveaux mécènes ne regardent plus les artistes, ils regardent au-delà des artistes les objets de collection dont ils vont remplir le délire de leur palais. Les nouveaux Médicis, descendants de Laurent et de Cosme, sont connus dans le monde entier pour collectionner les vases en pierre dure. Agate, sardonype, ou sardoine si vous préférez, calcédoine, cristal de roche. On leur en rabat de tous les comptoirs de tous les pays du monde. Et plus ils sont beaux et plus ils sont richement montés, plus les Médicis sont heureux. Donc il n'y a plus de place pour un Botticelli à la cour de ces nouveaux Médicis, il n'y a plus de place que pour l'orfèvre qui va monter le beau vase. François Ier ne travaille presque plus avec les artistes du temps, il collectionne, et lui ce sont les médailles. On rabat dans le monde entier les médailles antiques pour le fameux cabinet que François pourra léguer à ses descendants. Charles Quint est collectionneur aussi, lui c'est les objets en bois rares ou introuvables, les ébènes bien entendu, les loupes les plus invraisemblables de buis parmi les plus durs, ça c'est l'objet de toutes les passions d'un Charles Quint. Maximilien collectionne les objets introuvables, lui collectionne l'empereur bien sûr, il collectionne l'insolite. Bref, tous les souverains, toutes les maisons régnantes, toutes les maisons puissantes et riches collectionnent. Le mot du XVIe siècle, mesdames et messieurs, c'est le mot collection. C'est fini le beau rapport art qui nous faisait mettre l'artiste, le mécène et l'humaniste en un merveilleux triangle. C'est fini. Ça commence maintenant, cette fameuse crise de l'Occident, de musée que nous vivons en fait encore maintenant. On commence à rêver musée à partir du XVIe siècle. C'est l'ère de ce qu'on appelle les cabinets de curiosité.
Schatzkammer ou Wunderkammer. Kammer, le mot est dit, l'endroit où on enferme l'objet rare, l'objet précieux, pour son propre délice, et non plus pour l'immortalité d'une cause totale. Alors, je ne suis pas en train de faire le procès de ce changement, je constate ce changement. À partir du XVIe siècle, il est patent, le mécène est collectionneur. Si vous ne me croyez pas, je vais vous en donner la preuve immédiate, car c'est au XVIe siècle qu'apparaissent en effet des tableaux que personnellement j'adore. C'est les tableaux immortalisant la gloire d'une collection. Vous savez que les vrais historiens de l'art tombent dans des crises de frénésie lorsqu'ils ont des tableaux comme cela à se mettre sous la dent, tout simplement parce qu'ils peuvent, s'appuyer sur le dessus d'une cheminée et montrer à tous leurs petits amis qui sont d'une érudition totale parce qu'ils reconnaissent tout, ça va de soi. Ça, c'est l'aspect verni. Mais plus loin que ça, ils peuvent, et c'est beaucoup plus important, retrouver parfois l'étrange chemin de certains tableaux au travers de collections où il aurait pu être immortalisé. Ainsi, ce tableau que vous avez sous les yeux, c'est la collection et une partie de la collection de l'un des grands-ducs de la maison d'Autriche, Wilhelm de Habsbourg, que vous voyez d'ailleurs à gauche, assez sévère. Puis vous voyez qu'il est accompagné des inévitables petits bretons qui étaient à la mode à cette époque-là, et vous remarquerez qu'il tend une canne vengeresse. On ne sait pas très bien si c'est en direction des deux chiens qui risquent quand même d'abîmer l'ensemble, ou en direction du tableau que vous devinez certainement ici. Regardez-le bien, ce tableau-là, parce qu'on voit que c'est un beau tableau. D'ailleurs, il y en a plein les murs des beaux tableaux, mais celui-là, on voit que c'est un beau tableau, c'est un tableau qui a l'air d'intéresser tout le monde. Regardez-le bien, et le voilà. Ce tableau, en effet, c'est un portrait d'homme par l'un des plus méconnus de tous les peintres de la Renaissance italienne, c'est Catena. C'est l'un des chefs-d'œuvre du musée de Vienne. Eh bien, nous savons, grâce au tableau précédent, du collectionneur précédent, qu'il fait partie des biens de la famille de Habsbourg depuis la fin du XVIe siècle. Donc, de tels tableaux vont fleurir à travers toute l'histoire si vous voulez, de la collection. Voilà par exemple ici une Schatzkammer par excellence. Fin du XVIe siècle, c'est une partie des possessions d'un petit prince de l'Allemagne du Nord avec ce qu'il faut de peinture italienne, ce qu'il faut de peinture flamande, et puis comme il se doit, des objets étranges, vases de porcelaine, coquillages, que sais-je, miniatures, bronze antique ou néo-antique, et même si vous avez de bons yeux, un cadenas chinois parfaitement reconnaissable au premier plan, mais qui à l'époque devait être assez rare pour qu'on le fasse figurer ici, dans une collection au premier niveau. Donc ces trois documents que je viens de vous montrer, simplement pour vous dire, nous sommes en train de vivre l'ère de ces cabinets de curiosité dans lesquels et pour lesquels ont été faits les grands chefs-d'œuvre que vous allez voir maintenant. Alors, étant admis que tous les mécènes rivalisent de splendeur dans leur cabinet de curiosité, allons un tout petit peu plus loin. Vous êtes un mécène, je suis un artiste. Si vous préférez, je suis un mécène, vous êtes des artistes. Il va de soi qu'en tout cas, le goût de la collection et la rivalité des collections fera que, moi le mécène, disons, je vais vous commander des œuvres plus rares que celles de mon cousin, qui lui-même a commandé des œuvres plus rares que celles de son cousin. Donc, les œuvres commandées aux artistes, de par la volonté des mécènes commanditaires, sont de plus en plus rares, insolites, curieuses, bizarres. L'inventivité, l'inspiration doit être bizarre. Les matières doivent être bizarres. La technique doit être bizarre. Chaque objet doit être un défi. Autrement dit, tous les arts mineurs vont tourner à l'orfèvrerie immanquablement, puisqu'il faut toujours arriver au plus précieux, au plus confidentiel, au plus étrange, au plus insolite, au plus délirant. Tout va finir par devenir une sorte de, de partie prenante de l'orfèvrerie. Et c'est ce que je voulais vous montrer maintenant dans une longue série d'objets qui sont chronologiquement présentés depuis la fin du XVe jusqu'à la fin du XVIe. Il s'agit simplement de sculptures, mais vous allez voir que les années passant, ce qui d'abord est simplement une sculpture finira à la fin par devenir une espèce de délire absolument aberrant. Parce que
ces œuvres ne sont plus destinées simplement à servir de cadre de référence, elles sont destinées à surprendre dans les quatre murs fermés d'une Schatzkammer. Alors voyons maintenant cette série de sculptures. À la fin du XVe siècle, lorsqu'on commandait son portrait, on pouvait le faire sous la forme d'un métope à l'antique, comme vous avez ici. Deux jeunes patriciens de famille vénitienne, semble-t-il, se faisant face, comme vous en avez vu déjà plusieurs ces semaines passées. Je vais présenter de la même école et de la même époque, si vous vous souvenez bien, les membres de la grande famille Médicis à l'époque de Cosme et de Laurent, de ces médaillons de profil comme ça en marbre. Alors ça, c'était bon pour le 15e. Mais au XVIe siècle, où on demande, dès le départ du siècle, de l'artiste de surprendre et d'étonner, une œuvre comme celle-ci paraît passéiste, alors on commande des choses plus étranges comme celle-là. C'est un peu la même technique, c'est un peu le même sujet, c'est un couple, toujours est-il. Mais regardez qu'ici on a demandé à l'artiste de montrer ce qu'il savait faire en matière de sculpture. Et l'artiste, alors, il s'est littéralement dépondé l'œuvre de format confidentiel et d'une splendeur et d'une assurance de technique absolument extraordinaire. Ce que vous avez sous les yeux, c'est le Bacchus et Ariane de Tullio Lombardo, l'un des grands spécialistes entre la Renaissance et le maniérisme, si vous le voulez, de ces bas-reliefs où vraiment la virtuosité de l'artiste est sans appel. Voilà la tête de Bacchus avec une expression étonnante d'ivresse et d'absence, semble-t-il, avec aussi et surtout une admirable chevelure qui est découpée comme dans de l'ivoire, semble-t-il. Et voilà la tête d'Ariane. Cette tête d'Ariane doit vous rappeler quelque chose si vous avez les mémoires infaillibles que je vous prête, je suis sûr que j'ai raison. Ça doit vous rappeler énormément la jeune femme à sa toilette de Bellini, qui, peinte, était exactement la sœur jumelle de cette œuvre de Tullio Lombardo. Ce qui est intéressant, c'est que les deux œuvres ont été livrées au même prince Colonna, pour finir plus tard, toutes les deux d'ailleurs, au musée de Vienne, où elles sont aujourd'hui encore. Alors, on avance. D'abord une œuvre classique, c'était le premier portrait de patricien, puis une œuvre d'un classicisme dépassé, c'est ce que nous venons, enfin, outrepassé si vous préférez, c'est le Bacchus et Ariane de Lombardo. Voilà encore le dépassement du dépassement. C'est toujours de la pierre, je veux bien, mais pour la rendre plus surprenante encore, on la peint maintenant. Ce que vous avez sous les yeux, c'est de Laurana, c'est le portrait d'une princesse de la maison d'Aragon, une œuvre qui devient presque terrifiante à force de ressembler à un masque de No. Mais il est vrai qu'il y a une sorte de vie au second degré dans cette effigie qui est assez étourdissante. Comme si ça ne suffisait pas, nous sommes toujours dans la pierre. Non seulement on peint et on teint, histoire que la pierre ressemble à du bois, comme on demande au bois de ressembler à de la pierre, mais encore on sculpte comme de l'ivoire. Voilà un médaillon d'une princesse de la famille de Gonzague, qui, avec ses petites dimensions, est une œuvre presque impossible à faire dans le marbre. Mais justement, c'est cela qui intéresse un prince du XVIe, le pari contre l'impossible. Alors on va à de plus en plus petit et de plus en plus compliqué. Les insurpassables maîtres du compliqué, ce sont les Allemands. C'est donc à la cour de Charles Quint que vous trouvez la continuation de ce que vous venez de voir, avec ce portrait de Charles Quint exécuté en albâtre, mais le tout fait 7 cm de hauteur. Donc un défi impensable, ou presque. Voilà une évolution parfaitement maniériste. Mais il y a mieux encore. Regardez celle-ci. Cette petite effigie de femme n'est pas un camée comme vous pourriez croire. C'est bel et bien un marbre appliqué sur un onyx. C'est donc beaucoup plus difficile à réaliser qu'un camée. C'est une œuvre allemande de nouveau, mais celle-là fait 1 cm de hauteur. Toute cette série d'objets, je le rappelle, appartiennent aux collections de Kunsthistorisches Museum de Vienne. Ça, c'était pour vous montrer, si vous le voulez, en une longue série, du monumental au délire de la miniaturisation, l'évolution de la sculpture sur pierre. Le bois subit exactement la même chose. À la fin de la période Renaissance, on demande au bois d'exprimer ce que le bois est capable d'exprimer. Voilà par exemple une gloire de la tête de Saint Jean-Baptiste, allemande, de fort belle qualité, aujourd'hui conservée dans le musée Bode de Berlin. Seulement cela n'amuse plus personne, parce qu'il y a des dizaines d'artisans qui peuvent faire
des bustes sur racines de buis comme celui que vous avez ici, de 6 cm de hauteur. Alors, vous voyez, tout ce que je vous montre, ce sont des paris. En plus, ce sont de très grandes œuvres, c'est une évidence, j'ai quand même choisi. Mais ce sont des paris contre l'impossible qui vous montrent bien combien le mécène est devenu exigeant et combien l'artiste doit dépenser sans compter de son énergie pour servir ce maniérisme mental des collectionneurs du XVIe siècle. Je vous ai parlé de pierre, je vous ai parlé de bois. Permettez-moi juste de vous citer au passage la terre cuite dont nous avons vu sous Laurent le Magnifique déjà. Vous vous souvenez de ce portrait, qu'elle était peinte, mais dont vous découvrirez en période maniériste qu'elle est peinte, puis vernie, puis encore vitrifiée, comme par exemple dans cette œuvre de l'atelier de la Robbia, qui est certainement l'une des plus parfaites faïences polychromées que l'Italie nous ait jamais léguées. Après la pierre, après le bois, après la terre cuite, le métal maintenant, toujours dans ce fameux domaine de la sculpture. Alors le métal, et en particulier le bronze, connaît une formidable efflorescence. Le bronze, le petit bronze d'ornement est à la mode. Imaginez les décors comme le Palais Spada, imaginez des décors comme la maison patricienne. Dans de tels décors, le surcroît ornemental de statues et de statuettes est presque exigé. Voilà pourquoi, dès le XVe siècle, mais surtout au XVIe siècle, de véritables spécialistes en dynastie à travers toute l'Europe peuplent les tables, les dessus de tables, les cheminées, les dessus de cheminées, que sais-je encore, de telles statuettes ornementales. Certains de ces maîtres se faisant d'ailleurs des réputations absolument fabuleuses, comme Andrea Riccio, dont vous avez ici l'un des chefs-d'œuvre, c'est cette salière et poivrière en forme de satyre, en bronze à l'antique, signée d'ailleurs, c'est l'une des seules œuvres de Riccio qui soit signée, et déposée aujourd'hui comme il se doit, parce qu'elle est unique au monde, à New York. Riccio lui-même sera dépassé le jour où des artistes plus maniéristes que lui inventeront des bronzes encore plus pulpeux, donc encore moins bronzes, et par là même ça devient des bronzes encore plus fascinants. Moins c'est bronze, mieux c'est. Ce sont ces fameux bronzes dorés dans lesquels certains maîtres, comme Giambologna, vont par exemple exceller. Là, une Vénus Urania de Giambologna, qui est certainement, là aussi, l'un des chefs-d'œuvre du maniérisme au point de vue de la ligne, mais aussi l'un des chefs-d'œuvre du maniérisme au niveau du rendu. Et ça arrivera jusqu'à la quasi-schizophrénie d'une œuvre comme celle que vous avez sous les yeux. Ça, c'est du métal, que vous le croyez ou non, c'est du métal. C'est le portrait de Philippe II d'Espagne par Pompeo Leoni, exécuté en une seule feuille d'argent massif, peint au naturel. Donc c'est un défi de défi, si je puis dire. L'œuvre devait remplacer le roi Philippe lorsqu'il n'était pas présent aux cérémonies officielles. Donc en plus de ça, c'est de l'argent peint qui veut ressembler à de la cire ou à peu de choses près. C'est certainement, en tout cas quant à l'intention et quant au rendu, une des œuvres les plus proprement maniéristes que je puisse vous montrer dans cette première série de documents consacrés aux perversions de la sculpture. Car ce que nous venons de voir, c'est bel et bien les perversions de la sculpture, depuis le classicisme Tullio Lombardo jusqu'au baroque échevelé de l'œuvre de Leoni que vous avez sous les yeux. Mais ne croyez pas en être quitte pour autant. Une deuxième perversion va suivre, c'est maintenant la perversion de l'orfèvrerie. J'ai essayé de vous montrer comment les exigences même des mécènes ont amené les artistes à ce constant dépassement de soi-même qui les a amenés au pire des trahisons. Toujours pour le nom de grand chef-d'œuvre, je veux bien, mais enfin au pire des trahisons. Nous allons voir maintenant que l'orfèvrerie elle-même n'y échappe pas. Et de nouveau, une deuxième série d'œuvres va vous amener au vertige de l'orfèvrerie au XVIe siècle. Alors le point de départ, vous le connaissez déjà, car vous reconnaissez, je pense, le Neptune de la salière de François Ier de Cellini. Ça vous paraissait déjà relativement débridé tout à l'heure, eh bien, je vous assure que c'est l'œuvre la plus classique de cette deuxième série que nous abordons maintenant. En effet, l'amour des matières rares et précieuses, l'amour notamment de ces fameuses pierres dures dont je vous disais tout à l'heure que les Médicis avaient lancé la mode à travers tout l'Occident, va amener les orfèvres à créer des œuvres de plus
plus en plus incroyable. Il s'agit là de nouveau de peupler les cabinets, de peupler ces sortes de grandes crédences que l'on avait au milieu de sa Schatzkammer. Voilà par exemple toute une série d'objets qui ne sont naturellement pas utilitaires, c'est ce qu'on appelle des pièces de monstrance ou pièces de démonstration. Autrement dit, il s'agit de pièces d'apparat qui étaient simplement censées exalter le décor. Mais alors dans ces pièces d'apparat, il en est de vertigineuses, il en est même de complètement folles. En voilà une par exemple ici, italienne, c'est un drageoir en cristal de roche en forme de chimère. Un seul morceau de cristal de roche sur lequel jouent bien sûr des éléments d'or, de pierres semi-précieuses et surtout des éléments de ces fameuses émaux que Cellini avait mis à la mode. Deuxième exemple ici avec un versoir, si vous préférez, c'est une forme d'aiguière, également en cristal de roche avec un dragon formant manche. Cette œuvre, comme la précédente, a été commandée par la maison de Médicis et en fait a vécu en mur florentin jusqu'au jour où le Metropolitan Museum of Art de New York a mis la main dessus. Ce qui après tout il ne faut pas regretter. Mais enfin bon. Regardez, de plus en plus fou si je puis dire, et notre cours va terminer ce soir dans la folie la plus totale, mais enfin bon, de plus en plus fou, voilà un ANAP anti-poison, mais cette fois-ci c'est une œuvre allemande et non plus italienne, livrée par les ateliers de Augsbourg aux environs de 1560 à peu près, à la maison d'Autriche. L'œuvre est déjà incroyable et de forme et de rendu, mais elle l'est encore plus quand vous saurez que il s'agit en fait d'une œuvre taillée dans une corne de rhinocéros. La corne de rhinocéros qui faisait l'orgueil d'une Schatzkammer qui se respectait. La corne de rhinocéros était connue au XVIe siècle pour être à la fois un excellent antipoison et naturellement un excellent aphrodisiaque. Voilà pourquoi on a chargé le plus grand orfèvre du temps de créer autour de cette corne de rhinocéros, sculptée dans ses ateliers, un pied et un couvercle incroyables. Car regardez bien ce décor satanique, c'est incroyable. Vous allez voir quelques détails qui vont vous le prouver. Voilà le couvercle dans lequel on a enchâssé 2 cornes de phacochère sur un masque de diable, le tout en or. Mais regardez qu'on a l'air de dégorger de ce masque de diable des bêtes immondes, serpents, scolopendres, cafards, là peut-être vous voyez, en argent noirci, de façon à ce que vraiment l'horreur soit mieux évidente. Voilà la base, avec de nouveau dans la corne de rhinocéros ces méandres étranges et ces visages étranges, et surtout en bas, regardez, sur cet admirable socle d'or, des araignées d'argent, dont l'une ici est certainement parfaitement visible, même jusqu'au dernier rang. Alors là, vraiment, vous serez d'accord avec moi, une œuvre débridée. Eh bien ça, c'est l'orgueil d'un prince allemand. Et c'est pas parce qu'il est allemand, c'est simplement parce qu'il a un orfèvre allemand. Appartenant au même prince, voilà un plat. Il est évident qu'on n'a jamais rien servi là-dedans. Une fois de plus, c'est une œuvre purement d'apparat, mais c'est surtout un défi technique impossible. C'est un alliage d'or et d'argent à part entière, fait par un artiste allemand qui s'appelle Jan Nitzer. Alors ça représente, que vous le croyez ou non, le triomphe de l'amour. Je dis bien que vous le croyez ou non, parce qu'on n'y voit pas grand-chose. C'est donc le triomphe de l'amour. Et cette œuvre-là, maintenant il faut que je vous le dise, comme la précédente, et comme la plupart de celles qui vont suivre, appartenait au plus fou et au plus génial de tous les collectionneurs du temps, par là même au plus maniériste de tous les princes, c'est ce fameux archiduc Ferdinand II, régent du Tyrol et frère de Maximilien, qui dans sa citadelle de Ambras au Tyrol avait réuni les objets les plus vertigineux du monde. Une partie a pu être sauvée de la convoitise de Napoléon Bonaparte et aujourd'hui, cela fait l'orgueil de la Schatzkammer de Vienne. C'est pas mal non plus, avouez. Et alors après le plat qui ne sert à rien, lui-même qui venait après le hanap qui ne guérissait rien, voilà un autre gobelet à boire, fait lui dans de la corne de rhinocéros, un œuf d'autruche, du corail rouge,
et du corail noir. Le tout sous la forme donc d'une autruche guidée par un mort. Encore une œuvre maniériste, c'est des années 1560, exécutée pour ce fameux régent de Tyrol, c'est-à-dire pour ce fameux Ferdinand II. Pour ceux d'entre vous qui auraient le malheur de ne pas connaître par cœur ce prince étourdissant, sachez qu'il s'est 3 fois marié, 3 fois avec des femmes, si j'ose dire, anormales. 3 fois avec des monstres, parce qu'il voulait voir ce que ça donnait. Oui, il collectionnait, enfin c'était curieux. Voilà. Bien, alors ça c'était son gobelet à boire. Nous continuons. Vous connaissez les objets d'ivoire. Et vous savez que depuis le Moyen-Âge, tout l'Occident taillait l'ivoire de main de maître. Vous connaissez les ivoires byzantins, vous connaissez les ivoires gothiques surtout. Alors, en période maniériste, on est encore plus virtuose. Non seulement on est capable de tourner n'importe quelle forme, si complexe soit-elle, mais on s'amuse même à créer une forme qui n'est pas une forme, c'est-à-dire une coupe qui a trop bu. Et voilà donc cet objet extrêmement insolite au centre de la diapo, c'est cette coupe complètement contournée, taillée elle aussi comme une curiosité du château de Ambras. Et puisque nous abordons l'ivoire avec cette pièce-ci, vous allez voir l'œuvre d'ivoire la plus étonnante qui soit. Voilà. C'est un jeune aigle, travail d'un artiste italien de l'atelier de Giambologna, commandé par notre régent du Tyrol, à condition d'avoir une œuvre qui soit composée de plus de 6000 pièces d'ivoire. Et la commande a été honorée puisque l'objet que vous avez là est fait de 9700 pièces d'ivoire. Chaque plume, chaque barbe de plume est un morceau rapporté sur un corps d'ébène. C'est certainement l'objet le plus délirant qu'un prince mécène ait jamais commandé. Voilà l'arrière et toute l'empennure de cet objet absolument extravagant qui, comme tous ceux qui ont précédé et comme une partie de ceux qui vont suivre, fait partie des collections de Vienne. Ce que je vous ai montré jusqu'à présent étaient des objets gratuits. On a commencé, souvenez-vous, dans mon petit schéma de la mineure maniériste par voir la sculpture, si j'ose dire, puis nous avons vu cette perversion de la sculpture qu'est l'orfèvrerie. Maintenant, encore plus fort, nous allons voir de la sculpture orfèvrée à but scientifique. Je m'explique. Pour plaire totalement, l'objet doit non seulement être rare, impossible, insolite, étourdissant, unique, mais en plus il doit avoir une utilité scientifique. Le XVIe siècle, c'est l'époque des princes savants, c'est l'époque des princes docteurs, si vous le voulez. Donc, au lieu de ces objets gratuits, si vous le voulez, on va préférer les objets tout aussi fous, mais utiles, en ce sens qu'ils permettent de montrer et d'illustrer tel ou tel des lois de cette physique que l'on est en train de réinventer au XVIe siècle. Le XVIe siècle et les Wunderkammer du XVIe siècle sont le réceptacle des plus invraisemblables horloges à automate, horloge automatique, automate à horloge que l'on puisse rêver. Et là encore, je vous en ai choisi quelques-uns parce que ce sont vraiment des objets maniéristes par excellence, quelques-uns tirés des collections de Vienne. Voilà une horloge universelle, c'est-à-dire qu'elle peut représenter tous les types d'heures calculées et codifiées dans le monde, dans tous les lieux du monde, du moins c'est l'inventeur qui l'a dit. Pour compliquer le tout encore au-dessus, un quadruple automate raconte les travaux d'Hercule. Autre exemple, horloge de table en forme d'aigle ou de faucon, offert ici à un prélat allemand, c'est le fameux Marcus Siticus. C'est de nouveau une pendule à automate que vous avez là, puisque à l'heure, bien entendu, l'oiseau ouvre le bec. Dans le même style et de plus en plus fort, voilà l'un des objets de table les plus étourdissants de la mécanique maniériste, c'est Diane sur son cerf, travail allemand. Alors cette œuvre-là, vous savez peut-être, était très importante au début d'un banquet, puisque elle était réglée de façon à être mobile, on remonte et ça avance.
L'objet accomplit un pentacle de 5 lignes angulaires choisies par le hasard des cylindres incorporés. Celui devant lequel Diane s'arrête sera le premier à boire et donc le maître du banquet. Et de tels objets, on le sait, étaient extrêmement fréquents dans les grandes cours maniéristes du XVIe siècle. Malheureusement, on en possède aujourd'hui plus que 16 sur les centaines qui ont dû être exécutées. La plus belle, parce qu'elle est en argent, plus en or, plus en pierres semi-précieuses, plus en émeraude, pierre dure et émeraude, plus que sais-je encore. La plus belle donc, c'est celle que vous avez sous les yeux. Voilà encore un détail ici. Travail nurembergeois, exécuté pour l'archiduc Ferdinand, mais cette fois-ci, elle n'est plus à Vienne, elle est à New York. Vienne en garde quand même un aussi de ses choix à boire, c'est la licorne au turc. Vous aurez donc vu 2 sur 16 des automates de table conservés au monde. Et puisqu'on en est là, je vous en présente un autre. Alors excusez-moi de la photo, mais l'objet est minuscule. C'est une salière en forme de tortue, conduite par un génie marin. La tortue, naturellement, avance vers chacun des convives. Le génie, lui aussi, bouge dans tous les sens, bras et jambes, etc. Ça sert à vous donner du sel. Salière automatique, donc, atelier augsbourgeois, deuxième moitié du XVIe siècle. Je voulais quand même en arriver à des choses plus classiques dans le genre. Après ces automates et ces délices de prince, à proprement parler maniéristes, voilà des délices de prince peut-être un peu moins débridés. Connaissance non plus en mécanique cette fois-ci, mais en médecine. Le XVIe siècle, c'est, vous le savez, le grand siècle de l'anatomie. Les princes même osaient braver la tradition religieuse jusqu'à être princes médecins, ou en tout cas princes protégeant la médecine. Il était donc assez fréquent qu'ils se fassent exécuter en bronze ou en argent doré comme celui de droite. Les fameuses écorchées qu'à la suite de Vézal, on commençait à populariser à l'époque. Celui que vous avez sous les yeux est simplement l'un des plus beaux qui soit, certainement d'ailleurs l'un des plus beaux écorchés orfèvrés de toute l'histoire de la sculpture ornementale. Et pour en terminer, je voulais vous montrer un objet curieux. Ça pourrait presque être le dernier objet de la soirée, c'est presque d'ailleurs, je vous jure, mais ça m'aurait amusé d'avoir des heures et des heures en vous disant qu'est-ce que c'est. Je me demande si quelqu'un aurait trouvé, mais comme on n'a pas le temps, c'est la pièce d'orgueil de la collection de notre fameux Ferdinand II d'Ambras. C'est tout simplement un bézoard. Oui, non, madame, c'est pas un vilain mot, je vous promets. Bézoard, ça s'écrit B-E-Z-O-A-R-D, rien à faire avec ce à quoi vous avez l'air de songer à l'instant. Un bézoard, c'est un mot français mal dérivé d'un mot arabe. On entend par bézoard le calcul stomacal d'un chameau. Vous savez que ce ruminant qu'est le chameau crée en fait des calculs stomacaux extrêmement gros. Ces calculs stomacaux ont été des objets de curiosité jusqu'au jour où on a commencé à faire croire aux princes de la Renaissance qu'ils étaient, pour changer, le meilleur antidote à poison et surtout le meilleur aphrodisiaque qui soit. Résultat, on a collectionné du bézoard à travers le monde entier. François Ier en avait un, Philippe II d'Espagne en avait un, mais il n'en avait pas besoin, alors il l'a vendu, et Ferdinand en avait lui au moins 7 ou 8. Alors ça c'est le plus beau, et pour tout vous dire, c'est le bézoard de Philippe, vendu à Ferdinand du Tyrol. Alors c'est un calcul rénal de chameau, monté sur or et pierres précieuses. Ces calculs rénaux de chameau, je dois vous dire, sont d'une infinie beauté. Il faut voir l'original, mais c'est très beau. Hein. C'est à la fois, si on peut dire ça, le grain de l'ivoire, mais en même temps comme des veines internes extrêmement mystérieuses. Je peux comprendre qu'on leur ait donné une fonction presque miraculaire. En tout cas, c'est un objet inestimable
c'est certainement l'objet qui, à mon avis, signe le mieux la grandeur d'une collection maniériste. Parce que c'est un objet maniériste et de provenance, si j'ose dire, parce que l'estomac d'un chameau, c'est très maniériste en soi, n'est-ce pas? Mais aussi d'intention par l'orfèvrerie si représentée. J'ai décidé de vous montrer pour finir l'œuvre d'un artiste qui, à mon sens, est peut-être le plus maniériste de tous les artistes qui soient. Voilà. Alors je voulais terminer avec l'œuvre d'un artiste qui est peut-être le plus maniériste qui soit. Cette œuvre, c'est Giuseppe Arcimboldo. Alors, je vous demande simplement de bien regarder parce que il y a eu au cours de l'histoire des millions de copies et à la manière de. Les vrais Arcimboldo, et les 4 que vous allez voir sont des vrais, sont absolument remarquables. Mais alors surtout ce que je voulais vous montrer, c'était vraiment la synthèse même du maniérisme, parce que ce que vous avez sous les yeux, c'est le grotesque à l'état pur, c'est-à-dire la recomposition d'entités héroïques ou divines sur la base d'éléments primordiaux. Alors, vous voyez maintenant un d'abord, l'autre va suivre, 2 des allégories des saisons. Ici c'est l'été, et juste après voilà l'hiver, qui est à la fois le plus célèbre et certainement le plus beau des Arcimboldo que l'on possède. C'est une œuvre magnifique, regardez le rendu des racines, c'est d'une qualité étourdissante. Hein. C'est d'une qualité étourdissante. Et pour terminer, et pour faire 4, ce qui est un chiffre maniériste, je voulais vous montrer 2 des éléments du même Giuseppe Arcimboldo. Voilà le feu qui naturellement permet de faire des œuvres de métal. Alors ça m'amusait de vous montrer celui-là parce que vous y retrouvez les hanapes, les coupes à boire, les sautoirs et les bijoux que nous venons de voir en fait dans les collections des princes du XVIe siècle. Et pour finir vraiment, voilà l'eau, qui est certainement le plus délirant de tous les Arcimboldo que je connaisse. Nature morte donc de parties de poissons, de crustacés, et un grouillement de pieuvres, de congres et de mérous. C'est vraiment une œuvre extravagante. Alors grâce à ça, maintenant, je peux lamenter aller traverser les mers, puisque demain je serai en Inde. Mais je me réjouis déjà de vous retrouver le 26 février et je vous remercie de votre attention.